vous allez bien. Ici Sylvain Keller-Marchand, coach parental. J'aide les parents à retrouver la sérénité en famille en travaillant sur des méthodes simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Je vous propose de voir les questions et les remarques que me posent les parents. Et là, j'ai eu cette semaine pas mal de questions. Donc voici les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et la première, c'est: quand mes enfants font des bêtises, j'en parle beaucoup avec eux, mais ils finissent toujours par recommencer. Pourquoi? La deuxième: pourquoi la colère que j'ai envers mes parents se répercute-t-elle sur mes enfants? La troisième: ça m'arrive de me dire parfois que j'aime moins mes enfants. La quatrième: est-ce que je dois jouer avec mes enfants parce qu'en fait je n'aime pas ça? Et enfin, parfois je regrette d'avoir eu des enfants. Alors je vous propose de prendre un temps sur chacune de ces questions. Voici donc la première question. Quand mes enfants font des bêtises, j'en parle beaucoup avec eux, mais ils finissent toujours par recommencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne font pas d'expérience de maturation. Pour qu'un enfant change de comportement, il faut qu'il comprenne pourquoi le comportement qu'il a eu génère une conséquence qui ne convient pas, soit pour lui, soit pour les autres, soit pour le parent, soit pour l'environnement. Et souvent, le fait de parler, vous allez tenter de convaincre vos enfants. Oui, mais quand tu fais ça, regarde, elle est triste. Ah non, faut pas faire ça parce que c'est pas bien. On ne tape pas, c'est la règle. Tout ça, ce sont des éléments de langage que vous allez utiliser pour convaincre l'enfant. Sauf qu'en fait, s'il n'a pas la conviction au fond de lui, au plus profond de lui-même, que ce qu'il a fait, ça génère des conséquences négatives et qu'il n'a pas envie de ces conséquences négatives, il continuera. Il y a vraiment deux motivations chez les enfants. Soit j'ai envie de faire quelque chose parce que c'est sympa, parce que ça va me procurer une émotion positive, parce que c'est fun, parce que je vais être avec les autres par exemple. Soit je veux éviter de faire quelque chose, je veux éviter d'avoir une émotion négative, je vais éviter d'avoir la peur de mal faire, la peur de décevoir. J'ai parlé beaucoup de ces motivations-là dans la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir. Le plus puissant, c'est de comprendre qu'en faisant quelque chose, les enfants peuvent accéder à quelque chose de sympa. Donc quand ils font des bêtises, euh, il y a deux axes possibles. La première, c'est bien de leur expliquer en quoi ce qu'ils ont fait a des conséquences négatives qui les impactent directement. Donc ça, c'est important. Donc c'est par le langage que vous allez faire ça. Et l'outil qui est le plus puissant, c'est l'écoute active. C'est vous allez simplement refléter ce que l'enfant dit, ce que l'enfant pense, ce que l'enfant ressent, pour que lui-même comprenne qu'en fait, la cause, donc les événements qu'il a fait, donc le comportement qu'il a eu, va causer quelque chose de négatif. Et ça, il va vouloir tout faire pour l'esquiver. Et en faisant cela, ça lui permettra de comprendre que non, on ne fait pas ce genre de choses. Et la seconde, c'est de comprendre que s'il ne fait pas ça, il peut faire autre chose de plus sympa, d'aller chercher justement cette émotion négative, parce que c'est cette émotion positive, parce qu'il comprendra que c'est par cette émotion positive que viendra le circuit de la récompense, le circuit d'avoir envie de faire les choses. En fait, tout simplement, ça se passe au niveau du cerveau, mais ça se passe au niveau du cœur. Il aura envie de faire les choses de manière positive. Donc, on peut travailler sur les deux axes. Et très souvent, les parents vont plutôt être sur l'axe négatif. Mais si tu fais ça, on n'ira pas là. Tu n'auras pas ton activité, tu seras puni de, donc c'est que du négatif, et les enfants vont faire quelque chose pour éviter une sanction. Mais ça ne donne pas un apprentissage, ça. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de priver des enfants des expériences de maturation, c'est de leur donner justement des expériences de croissance pour qu'ils puissent comprendre. Donc parler avec ces enfants, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux les écouter et reformuler ce qu'ils disent et que vous arriviez en fait à générer une réflexion interne de en fait j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de le faire donc je vais faire autrement. Et il y a aussi un autre point, c'est que quand l'enfant va taper par exemple son frère ou sa sœur et que vous allez dire non c'est pas bien de taper, vous allez lui faire peur, la prochaine fois il va pas se dire oh là là non il faut pas que je tape mon frère ou ma sœur parce que j'ai tapé la dernière fois j'ai eu peur. Non, pas du tout. Il va agir sur le coup de la colère, et là, ça va être une zone de son cerveau qui est liée aux émotions, qui est saturée, et c'est pas la zone de l'apprentissage. Donc d'abord, on descend les niveaux émotionnels en calibrant l'émotion, en utilisant l'écoute active, et ensuite,
on peut utiliser l'analytique. Je rappelle toujours que l'émotionnel précède l'analytique. Donc quand il y a de l'émotion dans une conversation, ça ne sert à rien de mettre des arguments. J'utilise toujours la même chose. Si quelqu'un a peur de l'avion, vous avez pas lui dire oui, c'est le moyen le plus sûr du monde avec l'ascenseur, c'est là où il y a le moins de morts. Non, la personne elle a peur de l'avion, elle a peur de l'avion. C'est raisonner une peur par la logique, ça ne sert strictement à rien. Deuxième question, pourquoi la colère que j'ai envers mes parents se répercute-t-elle sur mes enfants? Parce que vous le choisissez, tout simplement. C'est votre choix. C'est votre façon aujourd'hui de gérer votre colère. La colère, pour les adultes, elle est processée légèrement différemment de celle pour les enfants. Comment ça se passe? En fait, la colère, il y a la cause et il y a le déclencheur. Et ce sont deux choses complètement différentes. Le déclencheur, ça va être quelque chose d'externe qui appartient à l'autre. Par exemple, si quelqu'un vous insulte dans la rue, ça vous ne maîtrisez pas en fait, le fait que l'autre va vous insulter. Il va vous dire un gros mot pour faire passer un message. Voilà, il va dire un gros mot. Ça, c'est le déclencheur. La cause, ce n'est pas le déclencheur, ce sont deux choses différentes. Ce qui va se passer, c'est que l'insulte va générer une pensée dans votre esprit d'adulte, et cette pensée va générer une émotion. Et cette émotion va vous faire agir. Et c'est ça en fait la clé. C'est que il y a bien un déclencheur externe, une pensée, une émotion, une action. Si demain, on prend un exemple, demain quelqu'un vous insulte dans la rue, pour reprendre cet exemple-là, à ce moment-là, vous allez avoir une pensée. Si votre pensée c'est attends, il est en train de t'insulter, il te manque de respect, là, il faut que tu agisses. Votre émotion associée va être quoi? La peur, la colère, vous aurez juste envie de lui défoncer la tête, tout simplement pour affirmer votre besoin de respect à ce moment-là. Donc, vous allez avoir une action de ouais, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez réagir comme ça. Si demain, vous changez cette pensée en disant la personne vous insulte, vous dites waouh, la personne elle a l'air d'être vraiment triste, tellement pas bien qu'elle en vient à m'insulter moi, la pauvre en fait, elle est vraiment pas bien. L'émotion que ça génère, c'est la compassion. Vous allez vous dire, mais waouh, elle est vraiment pas bien dans sa vie pour insulter la première personne qu'elle voit dans la rue, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire comme comportement? Vous allez peut-être l'ignorer, vous allez lui dire, ça va? Vous avez besoin, est-ce que je peux vous aider? J'ai l'impression que vous êtes super en colère et tout. Vous avez complètement changé en fait votre perception des choses parce que vous allez changer vos pensées, vous avez changé simplement votre émotion et votre action. Et ça, c'est un des principes le plus puissant. Donc, pour en revenir à la question pourquoi finalement la colère que j'ai envers mes parents, je la répercute sur mes enfants, c'est parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à processer votre colère envers vos parents. Donc, la colère étant quelque chose de très fort à l'intérieur, c'est une émotion tellement forte qu'on ne peut pas la garder à l'intérieur, donc on la ressort à l'extérieur. Et très souvent, quand on devient nous-mêmes parents, on se rend compte de plein de choses que les parents nous ont fait, nous ont dit, et on n'avait jamais processé ça, tout simplement parce que on n'avait soit pas eu le temps de le faire, on n'avait pas eu envie, ou parce qu'en fait on avait enterré ça et on s'est dit bon bah c'est bon quoi, c'est pas grave. Et c'était comme ça, ils ont fait comme ils ont pu, tout ça. Mais à un moment donné, quand on a nous-mêmes nos enfants, ça remonte tout ça. Et vous êtes obligé de vous poser la question de qu'est-ce que je fais de tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'ils m'ont transmis. Et souvent là, on ne va pas affronter nos parents. Donc, qui est-ce qu'on peut affronter, qui est plus faible, qui ne va pas répondre et qui va plutôt s'enfermer? Nos enfants, tout simplement. Encore une fois, je ne juge pas, hein, tous les parents font ça. Simplement, posez-vous la question, la colère, elle a lieu envers vos parents, elle n'a pas lieu envers vos enfants. Donc, le problème, il appartient à votre père ou votre mère ou vos parents et vous-même, ça n'a rien à faire dans la relation. Donc simplement, la technique, c'est toujours la même, c'est d'observer. Ok, là j'observe que je suis en colère contre mes enfants parce que déclencheur, l'enfant a fait tomber une assiette. L'origine, ce n'est pas le fait que l'assiette soit cassée, c'est le fait que ça me rappelle que quand moi je cassais des assiettes quand j'étais petite, en gros mon père il m'en collait une. Et donc j'ai très peur, j'ai eu mal, j'ai souffert, j'ai été violenté, c'est ça qu'on peut se dire. Ok, c'est l'observation à un instant T, d'accord? C'est pas une vérité, c'est comme ça que vous avez perçu, ressenti et conscientisé les choses. Ça, qu'est-ce que ça vient générer comme émotion? Si c'est une émotion négative et cette musique là de oh là là j'ai souffert,
c'est pas bien, c'est horrible, mes parents sont nuls, jamais je ferai comme eux et tout, bah, est-ce que ça vous aide ou ça vous aide pas? En général, ça vous aide pas, donc ok, on processe, on analyse, et on change ses croyances par quelque chose de plus utile. On peut très bien dire, ok, mes parents ont fait comme ils ont pu, moi ça m'a pas suffi, donc aujourd'hui avec mes enfants, je vais faire différemment. Ça, c'est aidant. Et après, avec le temps, si vous le souhaitez, et si vos parents sont toujours là, vous pouvez à ce moment-là peut-être les confronter en utilisant la communication non violente pour simplement partager ce que vous avez vécu à ce moment-là, pour lequel vous étiez incapable de mettre des mots dessus en tant qu'enfant. Et, euh, et c'est souvent d'ailleurs pour ça que les adultes vont voir des psychologues, c'est très bien, parce qu'en fait ça permet de mettre des mots sur des émotions qu'on a vécues en tant qu'enfant et qu'on n'a jamais pu dire à nos parents parce qu'on n'était pas dans une relation dans laquelle les émotions étaient acceptées, et il n'y avait pas cette connexion sécure qu'on va rechercher aujourd'hui en 2024, en tout cas en parentalité, avec nos enfants. On a envie que nos enfants soient capables de tout nous dire. Donc, ça veut dire qu'on est capable aussi, nous, de tout accueillir. Donc, pour répondre à la question, pourquoi la colère que j'ai envers mes parents se répercute-t-elle sur mes enfants? Tout simplement parce qu'on n'a pas processé avec les bonnes personnes. Et qu'on va les processer avec des personnes sur lesquelles on sait qu'on peut tout dire, tout faire, et qu'en face, il n'y aura pas vraiment de répondant. Si vos enfants étaient des adolescents, je peux vous dire que là, il y a du répondant physique, du répondant verbal, en général. C'est là où d'ailleurs les liens se détériorent et se dissolvent, parce qu'en fait, on n'a jamais processé ça pendant toutes ces années, et donc on va toujours balancer ça sur nos enfants, sauf que nos enfants, ils deviennent plus forts, et ils répondent, et à un moment donné, on se comprend plus, etc., etc., etc. Alors, la troisième question, ça m'arrive parfois de me dire, j'aime moins mes enfants. La variante de ça, c'est en gros, je préfère un de mes enfants plutôt qu'un autre. En général, on va préférer l'enfant qui nous pose le moins de difficultés. Et quand on a un enfant un peu plus challengeant, donc soit par le comportement, soit parce qu'en fait, il a un trouble du neurodéveloppement, bah, nécessairement, ça demande plus d'énergie et on n'a pas toujours cette énergie-là, donc on va préférer passer du temps avec l'enfant le plus facile. Une autre variante aussi, c'est quand j'étais maman solo ou papa solo, ou en tout cas quand j'avais qu'un seul enfant, quand ça allait très bien, le jour où j'ai eu un deuxième, aïe aïe aïe, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je préférais l'enfant qu'il était quand il était tout seul que l'enfant qu'il est devenu quand il a dû partager un peu l'amour avec le petit frère ou la petite sœur. Alors, il y a un tabou que je veux absolument lever ici sur la question de l'amour. Pour moi, c'est ma vision, il y a deux choses. L'amour d'un enfant, on va tout faire pour qu'il soit inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour qu'on porte à un enfant, il est toujours là, quel que soit ce que fait l'enfant. D'accord? Même si ce qu'il fait nous plaît, même ce qui c'est ok. Si ce qu'il fait ne nous plaît pas, c'est ok. S'il nous blesse, c'est ok. S'il nous blesse pas, c'est ok. S'il va dans la direction qu'on a envie qu'il aille, c'est ok. S'il va dans la direction qu'il a envie, qu'il choisit pour lui, c'est ok. Ça, c'est vraiment l'idéal. C'est de se dire que inconditionnellement, je t'aime et je serai là pour toi. D'accord? Je dis que c'est un idéal parce que souvent, vous allez voir des vidéos sur YouTube, des gens sur Instagram, des gens qui sont connus qui vont vous dire non, mais moi, mon principe c'est que j'aime inconditionnellement mes enfants, quoi qu'il se passe et tout. Non, mais en fait, ok, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite tous, bien évidemment, et c'est chouette d'avoir cet idéal-là. Mais dans les faits, comment vous le faites vivre au quotidien, cet idéal-là? C'est comme l'idée de dire, moi je veux absolument que tous les êtres humains soient égaux et tout. C'est top, c'est super. Dans les faits, on en est très très loin et on n'arrivera jamais à ça. Par contre, le fait de se dire ça, ça nous alimente toujours dans je veux changer les choses, je veux changer les choses un petit peu à chaque fois. Et le premier truc à comprendre, et c'est le tabou que je veux lever là, c'est que l'amour, ce n'est pas un sentiment constant. D'accord? Ça, c'est une connerie, ce n'est pas vrai. On ne peut pas aimer de manière constante quelqu'un. L'amour, ça va avoir des hauts et des bas. Et oui, à un moment donné, quand vous avez une journée, que vous êtes épuisé, que vous en avez marre et que votre enfant il va faire des bêtises sur des bêtises, bah là vous n'allez pas vous dire oh, j'adore mon enfant. Non, mais je comprends, il est en train d'expérimenter. Non, juste ça vous saoule en fait parce que vous avez passé une journée de merde et que vous en avez marre, que vous êtes fatigué. Et c'est ok, d'accord? Il faut se dire des choses comme ça. Moi je milite pour une parentalité réelle, réaliste, ok? C'est qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Par contre, encore une fois, moi, ce que je dis tout de suite derrière, c'est que ce n'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui est important, qui est le plus important. Le plus important, c'est le sens qu'on va donner à ça.
qu'à un moment donné, ok, on peut craquer, on peut dire des choses. Par contre, on revient sur ce qui s'est passé et on fait la part des choses. J'ai passé une journée de merde, j'ai crié sur mes enfants. En fait, ça m'appartient. Je le fais, ok. Par contre, après coup, c'est de dire, ok, tu sais, tout à l'heure, en fait, j'ai bien pris le temps de réfléchir aux choses. T'as fait tomber une assiette, elle s'est cassée, c'est un déclencheur. Moi, en fait, ça m'a juste rappelé que j'ai passé une journée très difficile, que je suis épuisé, que j'en ai marre, que je suis fatigué. Et, euh, et tout simplement, voilà, c'est ça qui est venu à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu as cassé l'assiette, c'est juste que ça a déclenché. Ça a déclenché une réaction chez moi. Et je vais faire attention. En gros, c'est ça l'idée, c'est de dire, ok, bah, je vais faire attention, la prochaine fois je ferai attention, mais ça ne te concerne pas. D'accord. C'est super important d'être trop clair par rapport à ça et de redire les choses. Comme ça, c'est comme s'il y a, quand il y a une émotion forte, un peu un blougi-boulga, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, l'enfant, il ne sait pas trop, il cherche du sens, il ne le trouve pas, il est tout seul, il ne comprend pas. Et bien plus tard, on va revenir dessus. En fait, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Je vais juste remettre les choses à leur place. Ça, c'est mon problème. Ça, c'était ton problème. Ça, c'est notre problème. Hop là. Et après, on voit si on a le temps de processer ou pas. Mais juste, voilà, je voulais juste te dire ce qui s'est passé. Et, et parfois, ça veut dire qu'effectivement, on va moins aimer nos enfants. C'est ok. Encore une fois, faut se dire les choses. L'idée, c'est, encore une fois, c'est toujours une question d'intensité, de fréquence et d'intensité. Si vous vous dites tout le temps que lui, vous l'aimez pas ou moins que les autres, et que c'est de plus en plus intense, avec le temps, effectivement, ben, quelles croyances vous allez générer? Vous allez générer des croyances qu'il y en a une ou un qui va mieux réussir que l'autre, que en fait, vaut mieux passer du temps avec telle personne plutôt que telle personne, donc tel enfant plutôt que tel enfant, parce que vous savez qu'il y en a un qui va réussir et l'autre non, qu'il y en a un que vous aimez et l'autre non, mais en fait, après, vous allez avoir des comportements qui vont renforcer votre croyance, donc l'enfant va le percevoir. Donc finalement, vous allez lui mettre une étiquette. Ouais, mais t'es chiant. Ouais, mais toi, t'es plus embêtant que ta sœur. Tu fais jamais les choses. Et vous allez mettre des étiquettes. Et le principe de l'étiquette, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est qu'à un moment donné, l'enfant, soit il s'y conforte, soit il s'oppose. Donc ça génère soit des cris, soit des crises, parce qu'il va dire non, en gros, je refuse l'étiquette, donc il va vous insulter, t'es une mauvaise mère, tout ça, blablabla, le grand classique. Soit il va s'y conforter, il va dire ah bah t'attends que ça. T'attends ça de moi? Eh ben t'inquiète, tu penses que je suis quelqu'un qui casse les assiettes? Mais il n'y a pas de problème. Je vais continuer à casser des assiettes parce que c'est ce que t'attends de moi en fait. Et donc en fait dans les deux cas, on est perdant. Donc c'est vrai que ça marche absolument pas. Donc simplement, reconnaissons qu'on ne peut pas aimer de manière constante nos enfants. C'est ok, simplement. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Et c'est là tout l'intérêt d'un accompagnement, c'est ok, maintenant que j'ai observé ça, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Parce que si on garde cette croyance-là en l'état, ben, en quoi elle va nous aider, en quoi elle nous limite. Toujours pareil, on travaille sur ces deux axes, pardon. On cherche bien à comprendre pour mieux agir demain. Quatrième question, est-ce que je dois jouer avec mes enfants parce que, en fait, moi, j'aime pas ça? La grande question du jeu, j'aime beaucoup cette question-là parce que ça revient un peu à la question d'avant, c'est un peu le sentiment de aimer ou pas, jouer ou pas. Il y a des parents qui n'aiment pas jouer et c'est ok. D'accord. On n'est pas obligé de se forcer. Encore une fois, moi je milite pour une parentalité qui soit plus responsable, plus consciente et plus alignée avec nous-mêmes. Et le prisme que je vous demande toujours de suivre, que je vous invite toujours très fortement à suivre plutôt, c'est ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens. D'accord. Ce que je pense, ce que je fais, ce que je ressens. Quand on est dans l'alignement de ces trois cercles, c'est ok. L'idée c'est foncièrement, est-ce que vous n'aimez pas du tout jouer ou vous n'aimez pas jouer à des jeux de bébé, par exemple, si on qualifie ça comme ça. J'aime pas jouer aux poupées, j'aime pas jouer au maquillage, j'aime pas jouer aux voitures, j'aime pas jouer au foot, j'aime pas courir partout, j'ai besoin de calme. C'est ça la question, c'est de quel jeu on parle. Ensuite, c'est à un moment donné, si vous passez vos vacances 100% avec vos enfants, nous c'est le cas, je suis 100% avec mes enfants pendant les vacances et mon conjoint également, euh, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, vous allez faire toujours la même chose, vous en aurez marre. Donc là, vous pouvez dire oui, j'ai plus envie de jouer en fait. Et j'ai un papa qui m'a dit en atelier parents, il n'y a pas très longtemps à l'école, qui m'a dit moi en fait, j'aime pas jouer à ces jeux-là, je préfère les jeux intellectuels. Mais sauf que mon enfant, il a 3 ans, on va pas jouer aux échecs, on va pas jouer aux dames, on va pas jouer à des jeux de réflexion, parce que c'est trop tôt. Ok, bah c'est juste que pour le moment, vous n'aimez pas jouer avec vos enfants sur les jeux qui sont proposés.
Ok. Mais le fait des fois de vous dire ça, c'est ok. Vous dire ok, ben, je fais les choses en conscience. J'aime pas trop ça, mais en fait, c'est ok pour moi parce que je sais que dans quelques années, je jouerai à des jeux sympas. Et si vous dites ça et que vous êtes dans l'alignement des trois cercles, go. Si vous dites ça et que vous n'êtes pas aligné, bah à ce moment-là, trouvez une autre croyance qui vous aide. Et, euh, et c'est ok. Encore une fois, l'idée c'est de comprendre, d'observer et de faire des choses en accord avec soi-même. C'est ça la clé. Euh, la seule euh, chose qui est vraie pour les enfants, et qui a été prouvée encore récemment, c'est qu'il y a une corrélation entre les enfants qui ne jouent peu ou pas et les enfants qui souffrent de syndrome dépressif et d'anxiété. C'est important que les enfants jouent, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent jouer avec vous. Ça veut dire qu'ils doivent jouer. Et il y a aussi d'autres études qui mettent en avant la question du jeu de rôle. C'est-à-dire que souvent, c'est ce que les psychologues vont faire. Ils vont faire jouer l'enfant avec des poupées et ils vont mettre dans des situations du quotidien où ils inversent le rôle. En gros, la poupée va être l'enfant et l'enfant va être le parent. Et dans cette situation-là, bah, l'enfant il va reproduire quoi? Uniquement ce qu'il connaît et donc il va rejouer ça. Juste la limite de cette approche, c'est que euh, souvent l'enfant peut avoir tendance à grossir les traits et qu'il faut plusieurs séances pour un psychologue pour bien comprendre, entre guillemets, ce qui est de l'ordre de la caricature, ce qui est de l'ordre de la réalité. Il y a toujours une forme de réalité, hein, on dit il y a toujours une vérité dans ce qu'on dit, c'est vrai. Moi, quand je joue à l'inversion des rôles, je fais très souvent ce jeu-là, et que je suis l'élève et que mes filles sont les maîtresses, je me dis ça doit être horrible journée parce que c'est non tu te lèves pas, non tu vas pas aux toilettes, ah non surtout pas, non qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi cette leçon là, t'as rien compris, et je sais très bien que ce n'est pas ce qu'elles vivent. Pour autant, il y a une forme de réalité là-dedans. Est-ce que par moments elles ont peur de leur maîtresse, elles ont peur d'une situation, il peut se passer plein de choses, ça juste ça ouvre une émotion, et parfois juste le fait d'en parler, de libérer ça, bah, c'est suffisant en fait. Il n'y a pas besoin de creuser, d'accord? C'est pas parce que votre enfant ne joue pas que ça va devenir quelqu'un de dépressif ou d'anxieux. Simplement, les enfants ont besoin de jouer. Si vous savez que vous n'aimez pas jouer avec vos enfants, bah, faites-les jouer avec d'autres en fait, ou soit avec d'autres enfants, soit bah, vous trouvez, je sais pas, des ludothèques où les enfants peuvent jouer entre eux, où il y a des animateurs qui jouent avec. Enfin, encore une fois, c'est le jeu est important pour les enfants parce que ça leur permet d'apprendre, on le sait, on peut jouer à des jeux de société, on peut jouer à des jeux de rôle où on va être le loup, l'agneau, les méchants, les gentils, les indiens, les cow-boys, tout ça. C'est des jeux de rôle pour finalement expérimenter dans d'autres prismes, d'autres identités des choses. Donc l'idée c'est simplement de faire jouer ses enfants un maximum, mais pas toujours avec soi, avec d'autres, ou en tout cas, si c'est avec nous, de choisir en fait, de trouver un terrain d'entente dans lequel on dit écoute, là, moi j'aime pas trop jouer à ce jeu-là, je veux bien qu'on joue, mais pas très longtemps. Et après, est-ce que tu serais d'accord de jouer plutôt à ce jeu-là parce que du coup, ben, j'aime bien ce jeu-là. Vous voyez, c'est de trouver vraiment des terrains d'entente et de trouver quelque chose qui soit OK pour nous. Et la dernière question, je pense que il y a beaucoup de parents qui pensent ça, mais qu'ils ne disent pas. Et encore une fois, c'est ok. Moi, je dis toujours aux parents que j'accompagne, vous pouvez tout me dire, je ne juge aucun parent. Je suis parent moi-même, je sais à quel point c'est compliqué, et je sais que parfois, on culpabilise de penser des choses comme ça, mais la première chose pour se libérer d'un poids, c'est juste d'accepter que ce soit là. Et cette phrase, c'est parfois, je regrette d'avoir des enfants. Je regrette d'être devenu maman. Je regrette d'être devenu papa. Je regrette ma vie d'avant. Je regrette la relation avec mon conjoint. Avant, on était un couple, on sortait, on faisait plein d'activités, on faisait du sport, on partait en voyage. Et là, du jour où j'ai eu des enfants, tout s'est arrêté, c'est la catastrophe. Je déprime, on parle plus avec mon conjoint, on fait que de s'engueuler. J'ai l'impression qu'avant, on s'entendait hyper bien. Et là, il y a tout le pire de nous qui ressortent à chaque fois. Oui, effectivement, ça peut arriver, d'accord? C'est pas toujours tout en même temps, parfois c'est tout en même temps, mais ça peut arriver. Ça veut pas dire que vous êtes de mauvais parents, ça veut pas dire que vous êtes de mauvaises personnes, ça veut pas dire que votre conjoint est un con, ça veut pas dire que vos enfants sont responsables de tout ça. C'est encore une fois, ça fait partie des événements qui arrivent dans nos vies auxquels on va s'adapter. Et encore une fois, je le dis toujours, la vie c'est 10% de ce qu'on vit
et 90% de comment on réagit, comment on, on choisit de réagir par rapport à ça, et le sens qu'on donne à ce qu'on vit. Et c'est vrai que quand on a des enfants, bah c'est un peu, on passe de 2 à 3, on n'est plus un couple, on est une famille, ou parfois on est un couple, on devient une famille et la famille se casse, donc le couple se casse aussi, donc on devient maman solo, parent solo, ça crée énormément de changements, mais pas plus que si vous changez de travail, si vous changez de région, si vous changez de pays et vous parlez une autre langue, c'est comment vous allez réagir à ça. C'est juste que quand on change de pays, on a l'impression que c'est plus facile de s'adapter. Quand on change de langue, c'est plus facile de s'adapter. Bah non, il y a des gens qui vont trouver ça très difficile et avoir des enfants, c'est très facile. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, avoir des enfants, c'est hyper compliqué. Par contre, moi, j'ai pu vivre dans un autre pays, apprendre une langue complètement inconnue et j'étais hyper à l'aise. En fait, c'est personnel, d'accord. C'est toujours quel, qu'est-ce que vous retenez de ça. Et c'est pour ça que euh, j'adore accompagner les parents là-dessus parce que je leur fais prendre conscience simplement de qu'est-ce qui est vrai pour moi à ce moment-là. Et ce qui est le plus important, c'est ce que vous pensez, c'est votre vie, c'est vos expériences. Ok, chouette, va. Qu'est-ce que le fait d'avoir eu des enfants vous apporte? Qu'est-ce qui est challengeant? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Simplement, c'est sûr qu'à la différence de voyager dans un autre pays, les enfants, en fait, ils sont avec vous, et ils sont avec vous pendant, a priori, 18 ans, voire des fois plus. Donc ces questions-là, si vous ne les traitez pas, à un moment donné, bah, ça va s'empirer. Et c'est souvent une des questions qui viennent aussi avec ça. C'est j'ai peur de la suite. Est-ce que les choses vont s'améliorer avec le temps? J'ai peur de la crise de l'adolescence. C'est la notion du temps. En fait, c'est quand vous allez devenir parent, il va y avoir des questions qui vont être piquantes, qui vont être chiantes, des trucs qui vont vous faire souffrir. Genre, ah, mais j'aime pas, j'ai pas envie de voir ça. Oui, mais à un moment donné, ces questions-là, ok, c'est pas agréable, c'est pas facile, mais il faut les traiter. Il faut questionner, il faut comprendre, il faut décortiquer pourquoi je pense ça. Parce que si vous restez avec cette souffrance-là, ça va rester dans un coin de votre tête. Et qui va toujours finir par payer le prix, ce sont vos enfants, systématiquement. Si à un moment donné, vous ne prenez pas soin de vous, de vos pensées, de tout ce que ça vient déclencher, de votre vie d'avant, en disant mais en fait, si vous commencez à dire des choses comme de toute façon, moi c'est à cause des enfants, ouais mais non je peux pas dire ça. Et si vous laissez place à cette croyance-là, ben, vous allez finir par croire que c'est la faute des enfants. Et il y a des personnes, j'ai déjà lu ça une fois sur un forum en disant ouais c'est la faute de mes enfants, c'est à cause d'eux que je me sens comme ça, avant je me sentais très bien et tout. Non, là on est en train de se déresponsabiliser, on met le poids sur un enfant qui n'a rien demandé. Hein. Lui ça a juste été un déclencheur, encore une fois, déclencheur, origine. C'est un déclencheur. L'origine, c'est nous en fait. Sauf que, encore une fois, c'est dur de traiter ces questions-là seul. Ça fait mal. Bien évidemment, c'est pourquoi vous pouvez vous faire accompagner. Et moi, dans mes accompagnements, je ne suis pas là pour être gentil, je suis là pour être bienveillant. Et la notion de bienveillance pour moi, c'est à un moment donné, c'est viser le bonheur à long terme d'un individu. Et oui, ça peut passer par des moments où ça secoue un peu. L'idée, c'est que je ne le fais pas volontairement pour vous mettre mal à l'aise, je le fais pour, à un moment donné, vous poser une question que vous êtes incapable de vous poser seul. Et surtout, je vous apporte tout le soutien émotionnel dont vous pouvez avoir besoin pour traverser cette épreuve. Parce que je vous promets qu'après la pluie vient le beau temps, qu'à un moment donné, même quand vous êtes sur l'autoroute, j'ai souvent cette image-là de l'autoroute où il pleut à verse et vous êtes comme ça avec votre volant et vous dites mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Si vous êtes seul dans votre voiture, ça va être compliqué. S'il y a quelqu'un à côté qui vous dit allez, courage, allez, chaque mètre c'est un de gagner, allez, tu vas arriver, je crois en toi, ça va le faire, allez, t'inquiète, step by step, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Après, waouh, vous avez réussi, vous allez être super fier de vous parce que vous dire ça, j'ai réussi à traverser cette tempête-là. Et la personne qui était là à côté de vous, elle vous a soutenu et c'était chouette. Elle vous a pas dit quoi faire, elle vous a juste soutenu en disant ok, je suis là pour toi, je suis là pour toi. Moi, je suis ce copilote là et vous allez traverser la tempête et ça va le faire. Je vous promets que de l'autre côté, ça va aller mieux, vraiment. Et encore une fois, je vous propose qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je mets toujours le lien de la vidéo de formation dans laquelle j'explique mon parcours, comment je suis arrivé jusque-là, un peu les tempêtes que j'ai traversées et comment je peux vous aider justement à retrouver la sérénité en famille. J'espère vraiment que ces vidéos vous aident. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait toujours du bien de voir que je peux aider les autres et c'est important pour moi de le faire, aider les autres parents parce que le métier de parent,
C'est un métier auquel on n'est jamais formé. Et moi, j'ai eu des expériences dans lesquelles j'ai pu être formé en communication, en gestion des émotions. J'ai pu appliquer ça avec mes enfants, avec des enfants, des parents que j'ai accompagnés. Et maintenant, j'aide vraiment les parents à retrouver la sérénité en famille. Et pour ça, on travaille de manière sur mesure, de manière personnalisée. Et on va traiter toutes ces questions-là. Et vous en aurez. Et j'ai hâte de les entendre. Belle journée à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.